Je pense que si on veut reconstruire une Europe avec la Russie, comme on a conçu, il faudrait qu'on connaisse la Russie, qu'on connaisse les Russes et qu'on connaisse leur langue. Et c'est la base. De Gaulle dirait vaste programme. Oui. Et Derrida dirait c'est impossible mais c'est nécessaire. On peut très bien voir aujourd'hui, quand on demande sur la guerre de la Russie, la séparation Est-Ouest en Allemagne, parce que les Allemands de l'Est, parce qu'ils connaissent le russe et la Russie, ils ne veulent pas de la guerre. Là maintenant, le problème me semble plutôt être que les élites sont atlantistes. La population ne veut pas la guerre. Ulrike Guérot, bonjour et merci d'avoir accepté cette entrevue dans ce magnifique château. Vous êtes professeur en sciences politiques et vous avez donné cours dans des universités, celle du Danube à Krems. La dernière en date est la Rheinische Friedrich Wilhelms Universität de Bonn. Avant cela, vous avez travaillé pendant 25 ans dans divers think tanks européens et dans des universités à Paris, Bruxelles, Londres, Washington, New York et Berlin. Et depuis 2014, vous êtes directrice des European Democracy Labs. Vous nous expliquerez ce que c'est. Alors la première question, c'est, on va parler d'actualité. Vous avez lancé un appel à la paix européen, et je vous propose d'abord de le lire devant nous. Ah d'accord. Et puis... merci de m'avoir invité. Voilà, donc nous parlons le 6 mai, c'est ça, aujourd'hui. Et donc justement, puisque le 9 mai, c'est le jour européen, on a été accoutumés pendant les dernières décennies que le 9 mai, on célèbre l'Europe. Donc on a pensé à une Europe, à un projet de paix, parce que justement tout le monde parle de la guerre. Donc je vais lire là maintenant un manifeste qu'on a rédigé pour après parler du projet, c'est ça? D'accord. D'accord, voilà. Donc projet européen pour la paix, le manifeste. Aujourd'hui, le 9 mai 2025, exactement 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie à 60 millions de personnes, dont 27 millions de citoyens soviétiques, nous, les citoyens européens, élevons la voix. Nous avons honte de nos gouvernements et de l'Union européenne qui n'ont pas retenu les leçons du XXIe siècle. L'Union européenne, autrefois conçue comme un projet de paix, a été pervertie et a ainsi trahi l'essence même de l'Europe. Nous, les citoyens européens, prenons donc aujourd'hui, le 9 mai, notre destin et notre histoire en main. Nous déclarons l'échec de l'Union européenne. Nous entamons une diplomatie citoyenne et nous refusons la guerre planifiée contre la Russie. Nous reconnaissons la co-responsabilité de l'Ouest, des gouvernements européens et de l'Union européenne dans ce conflit. Nous, citoyens de l'Europe, nous opposons avec le European Peace Project, avec le projet européen pour la paix, à l'hypocrisie désenchantée et aux messages qui seront diffusés aujourd'hui, Journée de l'Europe, lors des cérémonies officielles et sur les chaînes publiques. Nous tenons la main aux citoyens et citoyennes d'Ukraine et de la Russie. Vous faites partie de la famille européenne et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons organiser une cohabitation pacifique sur notre continent. Nous avons devant les yeux les images des cimetières militaires de Volgograd à Riga et à la Lorraine. Nous voyons les tombes fraîches que cette guerre insensée a laissées en Ukraine et en Russie. Alors que la plupart des gouvernements de l'Union européenne et des responsables que la guerre harcèle et refoule ce que la guerre signifie pour la population, nous avons appris la leçon du siècle dernier. L'Europe, c'est plus jamais la guerre. Nous nous souvenons des efforts de construction européenne du siècle dernier et de ses promesses de 1949 après la Révolution pacifique. Nous demandons la création d'un office européen de la jeunesse et de la Russie sur le modèle de l'office franco-allemand de la jeunesse de 1963 qui a mis fin à l'hostilité héréditaire entre l'Allemagne et la France. Nous exigeons la fin des sanctions et la reconstruction du gazoduc Nord Stream 2. Nous refusons de gaspiller l'argent de nos impôts et dans l'armement et la militarisation au détriment de l'État social et des infrastructures. Dans le cadre d'une conférence de paix de l'OSCE, nous demandons la création d'une architecture de sécurité européenne avec la Russie et non contre elle,
comme le stipule la Charte de Paris de 1990. Nous demandons une Europe neutre, émancipée des États-Unis et jouant un rôle de médiateur dans un monde multipolaire. Notre Europe est postcoloniale et post-impériale. Nous, citoyens européens, déclarons par la présente que cette guerre est terminée. Nous ne participerons pas à ce jeu de guerre, nous ne ferons pas de nos hommes et de nos fils des soldats et de nos filles des infirmières à l'hôpital et de nos pays des champs de bataille. Nous proposons d'envoyer immédiatement une délégation de citoyens européens à Kiev et à Moscou afin d'entamer le dialogue. Nous ne resterons pas là à regarder notre avenir et celui de nos enfants être sacrifiés sur l'autel de la politique de puissance. Vive l'Europe, vive la paix, vive la liberté. Voilà un appel qui va à contre-courant de la doxa, évidemment. Et donc vous considérez que l'Europe le projet de l'Union européenne est un échec. Et pour quelle raison ? Bon, déjà, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais ce n'est pas moi le projet. On est un groupe d'Européens, c'est vraiment européen. Il y a une femme de Bulgarie, il y a une Suédoise, il y a un Autrichien, il y a un Néerlandais. Donc on est un groupe d'à peu près une dizaine de personnes. Et d'ailleurs, ça monte, ça grandit tous les jours, qui ont lancé ça. Et je voudrais aussi dire qu'on conçoit ça comme un projet d'art. L'art est libre. Bertolt Brecht, une fois, a dit que la scène dans un théâtre peut changer le monde. Donc, ce qu'on prononce sur une scène de théâtre change le monde. Donc, nous imaginons ce manifeste comme un flash mob. Donc, l'idée, c'est de le prononcer, peut-être je dirais ça d'abord avant de répondre à votre question, que le 9 mai 25, 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que nous prononçons ensemble à 5 heures de l'après-midi, dont toutes les langues européennes se manifestent. Donc chacun peut le faire là où il habite. On a le manifeste dans une trentaine de langues, y compris les langues régionales, alsacien, breton, sur le page web. Et donc on peut le lire à travers la fenêtre, en dehors de la fenêtre, sur une place publique, comme une flash mob. Ça dure à peu près 3-4 minutes de le lire. Donc c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est donc de faire un acte performatif, speech act, performative speech act, donc un acte performateur de langage, de perforer la paix et de parler de paix le jour où probablement nos gouvernements vont nous dire qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. Parce qu'en gros, c'est ça la doxa aujourd'hui, qu'il faut faire la guerre, qu'il faut faire du réarmement. Il y a un projet de l'Union européenne, Rearm Europe, qui maintenant a été, on a changé le titre, donc ça s'appelle Readiness 29, donc préparer l'Europe à la guerre pour être capable de se défendre contre la Russie impériale. Donc c'est ça la doxa européenne. Et donc on attend, enfin j'attends, plusieurs gens attendent que le 9 mai soit perverti, parce qu'on va nous raconter qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix, et nous, on veut faire un acte de prononciation contraire. On veut dire non, la paix tout de suite. Nous, les citoyens, nous ne voulons pas de cette guerre. En gros, c'est ça l'idée de ce projet. C'est une prise de conscience. On essaie de faire prendre conscience un maximum de citoyens européens que la guerre est une impasse. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut expliquer le bellicisme des dirigeants européens alors qu'ils admettent que l'Europe de la défense n'existe pas ou n'existe pas encore? Comment est-il possible qu'ils soient aussi agressifs? Comment est-ce possible? Oui, pour moi c'est difficile à réaliser. Hein. Enfin, je dois admettre, ou je peux volontiers raconter que j'ai travaillé pour Jacques Delors, qui est quand même président de la Commission européenne dans les années 90, donc l'Union européenne à l'époque, donc il y a 30 ans. On avait d'autres visions. Hein. On était après 49, on avait justement la vision de la Charte de Paris. On voulait concevoir une architecture de sécurité avec la Russie, née de l'esprit de Willy Brandt, Olaf Palme, Bruno Kreisky. Et Delors voulait continuer cela. Et donc on voulait une union politique, mais on voulait aussi la paix avec la Russie. Et donc le projet de l'Union européenne sur cela est complètement échoué. Hein. Depuis 20 ans, enfin, les structures de gouvernance de l'Union européenne, à mon avis, sont technocratiques et complètement échouées. Et probablement parce que c'est comme ça et parce qu'il y a tout le principe démocratique dans les structures qui manquent.
l'Union européenne a été, comment dire, hijacked. Elle a été cambriolée. Cambriolée, enfin bref, parce que attrapée. là, attrapée, parce que là maintenant, on a l'impression qu'il y a une tendance qu'il y a une NATOisation de l'Union européenne, que l'Union européenne et l'OTAN doivent être congruents, qu'en plus, l'European Digital Service Act, il y a plus de surveillance. Donc en fait, que tout le système européen technocratique soit dans l'emprise d'établir quelque chose qui ne correspond aucunement à ce qu'on avait envisagé dans les années 90. Donc, pour démontrer ceci, dans le manifeste, vous trouvez justement la phrase l'Union européenne est échouée. Donc, le projet est aussi échoué parce que c'est comme dans une biographie personnelle. Quand vous êtes en rupture avec votre propre histoire, vous mourrez. Donc l'Union européenne qui commence en 1950, on peut analyser dans les détails comment ça a monté. Hein. Il y avait du bon et du mauvais. Je ne veux pas glorifier l'Union européenne. Il y avait toujours des problèmes. Hein. On peut parler de tout ça, de Gaulle, chaise vide, voilà, Delors. Mais il y avait toujours une ambition de démocratiser le projet jusqu'à la Constitution de 2003 qui échoue. Et c'est là, à mon avis, où l'Union européenne perd son histoire d'avoir été conçue comme projet de paix, son projet de démocratisation. Et comme une biographie d'une personne, quand vous êtes en rupture, parce que là, la perversion, c'est qu'on nous raconte depuis 3 ans qu'un projet de paix doit maintenant être un projet de guerre. Hein, et que tout l'armement, la militarisation, 500 milliards d'argent que Mme von der Leyen veut maintenant pour mener la guerre ou la défense contre la Russie impériale, dite impériale. Et donc, quand on est en perversion, donc en trahison de soi, normalement, on ne survécut pas. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la phrase est dedans. Mais les pragmatiques diront qu'il faut évoluer et que l'Union européenne n'a pas à rester figée dans ses vieilles formules et qu'en fonction des circonstances nouvelles, il faut évoluer éventuellement vers une Europe de la guerre. C'est ce que les pragmatiques pourraient dire. C'est ce que l'industrie d'armement dira, hein, parce qu'eux, ils en profitent. Hein. Je pense, c'est qui les pragmatiques, hein, c'est ceux qui sont peut-être maintenant députés européens et qui, eux, sont tous angoissés qu'il y a quelque chose. Moi, je connais plusieurs députés européennes qui sont eux-mêmes complètement, comment dire, affolés de voir le Parlement européen de voter un texte sur l'autre d'une militarisation. Hein. Alors, quand vous êtes député, il y a toujours le problème que vous vivez du Parlement dans lequel vous êtes assis, vous voulez faire différemment, mais vous voyez une vague de militarisation, et donc c'est très difficile de tenir compte. Mais là encore, je crois que le système est déjà dans une espèce d'être hijacked, donc de tourner au vinaigre, comme on dit en français. Donc, et après, vous dites évolution. Non, je ne pense pas. Je pense que le moment d'évolution démocratique a été raté justement avec la Constitution, le projet de Constitution, que je ne veux pas glorifier non plus, mais au moins on avait un projet de Constitution qui était néolibéralisé. Après, il y avait des interférences américaines vous vous souvenez, c'était le même moment de la guerre de l'Irak, la Constitution, puis après venait le nom. Il y avait le nom français 2005, il y avait la question de l'accès de la Turquie. Donc, enfin, il y avait toute une amalgamation de bien des choses. Donc, en fait, mais le projet politique de démocratisation, pour moi, est mort à ce moment. On a essayé de rattraper avec le traité de Lisbonne, mais c'était déjà perdu. Hein. On peut très bien voir en France que Mélenchon émerge, donc la gauche populiste, dite populiste, avec un discours contre l'Union européenne, émerge, au même temps que Marine Le Pen émerge avec un discours contre l'Union européenne, donc d'ailleurs pas uniquement en France, mais un peu partout en Europe. Donc on voit très bien que ça, c'était mort en 2003. Et puis après vient la crise bancaire, l'Europe a très mal réagi, on se plonge dans la politique d'austérité. Hollande essaie de tenir un peu, mais en fait ne peut pas tenir contre Angela Merkel. Et allez, on était parti. Hein. Après vient la crise migratoire, là-dessus la corona, là-dessus maintenant la guerre. Donc en fait, ça fait au moins 15 ans que l'Europe est dans un bordel, dans une impasse totale au niveau de la gouvernance. Et toute question de réforme institutionnelle, plus personne n'en parle.
Et c'est justement ça. Si vous dites évolution, la seule chose dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il faut évoluer le système vers une militarisation et vers plus de contrôle à travers du European Service Act. Pour moi, ce n'est pas une évolution. Pour moi, c'est une malédiction du projet européen. C'est pour ça qu'on a dit que le projet démocratique d'une union paisible et sociale est échoué, mais dans le temps déjà. Il y a deux organismes dont on ne parle plus, c'est la Charte de Paris qui a été signée en 1990 d'une part, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Maintenant, les autorités n'en parlent plus, c'est comme si ça n'avait pas existé. Oui. Oui, vous voyez, moi je me souviens bien, j'étais jeune fille mariée à un Français à un moment, j'habitais Paris, je me souviens Paris qui était sous tous les drapeaux, la gaieté, 89, moment paisible de la Révolution, Europe Whole and Free, donc on accueillait l'Est, c'était un grand moment. Et après, dans la rétrospective, vous vous souvenez, on nous a aussi raconté, et c'était aussi, disons, une blague vue d'aujourd'hui, mais end of history, hein, Fukuyama. Donc on nous a dit, là maintenant, le Ouest a gagné et nous, tout le monde va être libéral et démocratique et tout. 30 ans après, on va dire que tout ça, c'est comme échoué grossièrement. Et moi, justement, j'étais jeune mariée à Paris avec deux enfants petits en 89. Je voyais le contre-projet, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'imaginer que, vu d'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regardent sur l'Union européenne et disent « Ah, depuis le début, c'était maudit. » Voilà. Je ne dirais pas ça. J'ai quand même connu Delors. Delors était catholique, syndical, socialiste. Enfin, je pourrais raconter des histoires, mais Delors, il y avait quand même des Mitterrand aussi, Kohl aussi, Juncker aussi. Il y avait des gens qui voulaient vraiment l'Europe. Enfin, c'était encore la génération de la guerre. Ils avaient tous la guerre sur les épaules et dans leur famille. Donc, dans les années 90, je pense, le projet n'était pas encore perdu. Hein. Par contre, ce qu'on n'a pas saisi en tant qu'Européens, je crois, on est toujours plus sage quand on regarde vers l'arrière, mais on n'a pas encore vu, disons, dans les années 90, la nécessité de s'émanciper sur le continent et de faire notre projet, parce qu'on était très dans le projet aussi l'élargissement de l'OTAN, et donc c'était un peu parallèle, élargissement de l'Union européenne, on accueillit l'Est, mais aussi l'OTAN, donc on était encore très atlantisés, et je pense qu'on n'a pas supposé en tant qu'Européenne, parce qu'on était aussi surpris par le moment. Moi, je suis allemande, mais le 9 novembre, quand le mur est tombé, on est tous là. Ah, bon, on nous raconte depuis 40 ans que le mur va tomber, là maintenant elle tombe, qu'est-ce qu'on fait? Donc on était tous surpris. Et je pense que, et j'ai écrit ça dans mes livres, mais que les citoyens européens étaient surpris par le moment et n'ont pas su gérer la situation. Et c'est-à-dire que l'OSCE, qu'on voulait construire, cette architecture de la paix qui vient de Willy Brandt, de Bruno Kreisky, de Olaf Palme et de tout ça, ce moment, on a essayé. Il ne faut pas, quand même, Kohl, Yeltsin, on peut dire ce qu'on veut, Kohl, Yeltsin, Sauna Connection et tout ça, mais au moins, Kohl n'était pas anti-russe, hein, et Mitterrand non plus. Mitterrand est même allé à l'Est, il a vu Egon Krenz. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que l'histoire était encore ouverte. Hein. Et après, bon, on pourrait aller dans les détails, mais je dirais que l'histoire se clôt dans les années 2001, 2, 3, 4, parce que, 1, on fait l'euro qui est trop néolibéralisé, 2, on échoue la Constitution européenne, donc la démocratisation de l'Europe, 3, on ne fait pas la charte sociale que Delors a voulu, 4, l'Est arrive dans les institutions européennes et du coup les institutions sont brouillées par un peu de trop de pays et voilà. Et en plus, l'Est, surtout la Pologne, était russophobe. Donc du coup la russophobie fait son chemin dans les institutions européennes. Et après, l'histoire, on peut la raconter. De là, voilà, Lisbonne, crise bancaire, ainsi de suite. Et là, maintenant, on est aussi dans la très grande tragédie, en fait, que la jeunesse ne sait plus ce qu'on voulait. Quand vous dites OSCE, enfin, la jeunesse, ils ne savent plus, Willy Brandt, Kreisky, Palme, tout ça. Connaissent plus. Et ni Mitterrand, ni Delors. Moi, je suis professeur, dans mes classes, je dis Jacques Delors, je crois que tout le monde connaît Jacques Delors, eh bien non. Et donc, on est en train d'enterrer notre projet historique et civilisatoire, c'est-à-dire là maintenant, on a une jeunesse qui fait TikTok et tout, et qui est bien ailleurs dans ses discours.
et rattraper le projet européen sur le plan de ce que ça aurait dû être historiquement, je pense qu'on est en vraie césure. Justement, comment faire avec une jeunesse qui est justement addicte au consumérisme d'Internet et des réseaux sociaux? Comment faire pour la remobiliser et la motiver pour former un office européen de la jeunesse et de la Russie, comme vous le proposez dans le manifeste? Nous proposons, parce que c'est Oui. pas que moi, bon, c'était le réflexe de dire l'Europe a juré, l'Europe c'est plus jamais de la guerre, et pour faire ceci après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même la grandeur de Gaulle de venir à Bonn, de faire le discours à la jeunesse allemande, et après de faire le traité d'Élysée, qui aurait dû être un traité de sécurité d'ailleurs, hein, et parce que les Allemands ont mis une préambule pro-l'OTAN dernière seconde, dont le traité de Delors était un peu, de Gaulle était un peu déçu. Vous vous souvenez de la phrase? Il a dit les traités, ça meurt comme les jeunes filles. Voilà, défleuries. Défleuries. Et donc, en fait, au lieu de devenir un traité de défense européenne en 1963, ça devient l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand. Il n'empêche, enfin, moi, j'étais dans ce bain. Après, j'ai épousé un Français, donc ça marchait. Enfin, le franco-allemand, il y avait quand même toute une institutionnalisation du franco-allemand. Hein, relation Giscard, Helmut Schmidt, Kohl, Mitterrand, Chirac, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ça aussi, c'est fini. Hein. Le franco-allemand, c'est aussi fini. Hein. Je le regrette. Il n'empêche que pour un moment donné, c'était clair que on essaye de gagner la jeunesse pour un autre discours qui nous sort de cette idée d'un héritage d'ennemis, hein, d'ennemis d'héritage, 1872, Première Guerre mondiale et tout. Et je pense que ça, c'est réussi. Hein. Le problème, c'est que maintenant, avec la Russie, l'Europe se trouve à nouveau en guerre, donc on est en rupture avec nos propres promesses, plus jamais de la guerre. La guerre est sur le continent. Je pense, et c'est aussi dans le manifeste, que les Ukrainiens et la Russie font partie de la famille européenne. Les Russes le sentent très fortement hein, quand ils parlent de Dostoïevski et de Tolstoï et de Bolchoï théâtre. Enfin, les Russes, c'est de la littérature, enfin même la France et la Russie, il y avait toujours, il y avait la blague, quand il faut voyager de Paris à Moscou, ils se prêtent à changer le cheval à Berlin. Hein. Voilà, donc c'était toujours ça. Et là maintenant on est en rupture parce qu'on veut faire la guerre, on veut faire une séparation nette en fait de la mer Baltique jusqu'en Turquie, comment dire, les sanctions et tout, c'est complètement aberrant. Et je pense qu'il faut réanimer un projet civilisationnel avec la Russie, aussi culturel. Il me semble que c'est très important. Et c'est pour ça que le problème, c'est que personne ne parle russe. Tout le monde parle américain, personne ne parle russe. Donc la plupart des personnes qui maintenant sont dans la propagande à la Russie impériale et tout, n'ont jamais mis pied en Russie, n'ont jamais vu la beauté du paysage, n'étaient jamais à Saint-Pétersbourg qu'ils ont vu l'Éméritage, n'ont jamais été à Moscou, n'ont jamais eu la littérature de Dostoïevski, tout ça, ce que la Russie nous a apporté en littérature. Madame Bovary, les traductions qu'on a eues dans le temps. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on propose, parce que l'OFAGE, l'Office franco-allemand, il y avait quand même une politique derrière, soutenir l'apprentissage de l'allemand dans les écoles françaises et vice-versa. Et ça nous a porté quand même 40 ans avec une connaissance de l'allemand en France, une connaissance du français. Moi, j'ai appris le français à l'école allemande. Donc, c'est pour ça que je peux parler aujourd'hui ici. Et je pense que si on veut reconstruire une Europe avec la Russie, comme on a conçu, il faudrait qu'on connaisse la Russie, qu'on connaisse les Russes et qu'on connaisse leur langue. Et c'est la base. C'est une tâche immense, évidemment, puisque c'est en cyrillique, c'est un peu plus compliqué encore à apprendre que l'anglais. Et puis il faut déconstruire ce qui a été construit depuis 1945, c'est-à-dire cette glorification des Américains qui ont sauvé l'Europe, oubliant que les Russes ont fait la majeure partie du boulot finalement, en tout cas en perte d'hommes et perte de guerre. C'est une tâche
De Gaulle dirait vaste programme. Ah oui. Et Derrida dirait c'est impossible mais c'est nécessaire. Hein, c'est comme Derrida. Et donc Jacques Derrida. Donc oui, je suis d'accord, vaste programme et impossible mais c'est nécessaire, mais quoi d'autre? Donc on peut aussi donner tous nos cerveaux à la intelligence artificielle et dire on vit dans la commodité, ou alors on intègre, et puis ça fait du bien d'être un peu lucide dans sa tête. Pourquoi? Je pense après, comme toujours, tout est une histoire d'argent. Si on munit les écoles avec l'argent pour faire une éducation, avec une éducation du russe, ça marcherait. On a quand même éduqué les enfants en anglais. Regardez en ex-RDA, hein, les Allemands de l'Est. L'Allemagne est très intéressante parce qu'on a encore cette division Est-Ouest. Et puisque les citoyens de l'Allemagne de l'Est ont encore tous appris russe à l'école, les plus anciens. On peut très bien voir aujourd'hui, quand on demande sur la guerre de la Russie, la séparation Est-Ouest en Allemagne, parce que les Allemands de l'Est, parce qu'ils connaissent le russe et la Russie, ils ne veulent pas de la guerre. Hein. Donc, la connaissance, parce que c'est ça, de toute la propagande aujourd'hui, ça marche que à maudire les Russes. Presque à penser qu'ils vivent encore dans les arbres. Hein. C'est basé sur l'ignorance. Voilà. Non, mais c'est aussi maudire, un peu les déshumaniser. Hein. Alors que les gens n'ont pas d'idée que le métro à Moscou, à quel point c'est beau, plus beau qu'à Berlin, à quel point les Russes, vous voyez, les gens, quand on imagine la Russie, je pense que l'image, c'est toujours l'image soviétique, en gros, retardée, alors que la Russe est totalement modernisée, beaucoup plus propice d'une certaine manière que l'Allemagne dans plusieurs secteurs. Donc je pense que c'est ça qu'il faut changer et d'urgence, et je suis d'accord. Là maintenant, le problème me semble plutôt être que les élites sont atlantistes. La population ne veut pas la guerre. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis à travers l'Europe, du Lisbonne à Helsinki. Donc, ce qu'on peut, comme ça, personne ne veut la guerre. Pas les Grecs, pas les Français, de base, de souche, les Allemands non, les Roumains non plus, les Hongrois, personne ne veut la guerre. Il y a l'Union européenne et le leadership, Kaja Kallas, Estonia, qui probablement, et j'ai dit ça dans d'autres interviews, hein, parce que, voyez, puisque je parle en français, il y a Laurent Godet. C'est un écrivain français qui a fait un épos merveilleux. Il a eu un prix littéraire en 2016. Ça s'appelle L'Europe, un banquet des peuples. Je conseille à tous ceux qui entendent aujourd'hui de regarder ça. Il y a aussi un groupe de théâtre, c'est Roland Auzet, un ami à moi, qui est un troupe de théâtre européen, donc 40 personnes de différents pays, et qui ont mis sur scène cet épos banquet des peuples. Ça se trouve dans l'internet, même le trailer de la scénarii. Voilà. Dans ce épos, il y a une phrase qui, je pense, est très importante pour ce qu'on est en train de discuter. Ce que nous partageons en Europe, c'est qu'on a été tous bourreaux et victimes. Donc, quand on voit l'histoire européenne, avec toutes les petites guerres, vous voyez, tous bourreaux et victimes, voilà. Et Laurent Godet en conclut que nul a le droit d'imposer son propre trauma de guerre sur les autres. Donc je peux très bien comprendre que les Baltiques, les Estoniens, Lituaniens, Latviens ont un trauma de la Russie stalinien. Je peux bien comprendre. Mais si en Europe, avec Hitler, avec la Pologne entre Staline et Hitler, avec la guerre de Franco, avec les obrisques, si tout le monde sort son trauma, voilà. Et donc la phrase de Laurent Godet, on a été tous bourreaux et victimes. Et c'est ça ce que nous partageons. Ça veut dire que nul n'a le droit d'imposer son propre trauma à l'histoire européenne. Et moi j'ai l'impression que Kaja Kallas, qui est estonien, dont le père était déjà commissaire estonien dans la première commission de Delors quand l'Estonie a gagné l'Europe, que c'est certainement une famille, et je m'agenouille devant ça, qu'a eu la terreur de Staline et tout. Il n'empêche que j'ai l'impression que la politique de l'Union européenne aujourd'hui est déterminée par une vision très balte sur la Russie, qui ne correspond pas
à la vie générale de l'Union européenne. Donc on est un peu dans l'emprise d'une certaine trauma qui maintenant fait politique en Union européenne au lieu de se souvenir de Laurent Godet. Et donc, si vous voulez dire, il faut déconstruire 80 ans ou 70 ans de l'histoire européenne, commençons avec Laurent Godet. Si on mettrait tout l'argent qu'on met maintenant dans les armements, dans le troupe de théâtre de Roland Onzet, pour avoir 7 pièces de théâtre partout en Europe, dans toute ville de l'Europe, de Bucarest à Budapest, à Riga, voilà, je pense qu'on aura un vrai effort de citoyenneté européenne. Je suis convaincue. Ça commence avec la culture et ça recommencera avec la culture. On est dans une situation quand même inédite historiquement en Europe pour le moment, puisque d'une part, les élites européennes sont anti-russes et donc bellicistes envers la Russie, et d'autre part commencent à se séparer des États-Unis, bien contre, malgré leur volonté d'ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'elle pu reconstruire une identité sans le soutien des États-Unis et avec des visées bellicistes envers la Russie? Ça me paraît une équation impossible. Et pourtant, la plupart des élites semblent fantasmer sur justement une politique de puissance, comme vous dites. Oui, c'est très compliqué parce que là maintenant on est un peu à travers. Il y a la moitié de l'Europe qui célèbre Trump, il y a la moitié de l'Europe qui est complètement anti-Trump, il y a la moitié des Américains qui est contre Trump et la moitié des Américains qui disent maintenant que l'Amérique libérale doit se réfugier en Europe. Donc, parce qu'il y a maintenant les premiers appels qui disent, par exemple, Timothy Snyder, qui était très connu, a parlé sur la Russie et l'Ukraine, qui a ouvertement annoncé sur X que maintenant les États-Unis deviennent fascistoïde et qu'il va se sauver en Europe et qu'il y a les premiers appels, même à la radio allemande, de dire que les facultés européennes doivent s'ouvrir aux réfugiés académiques américains. Ce qui est quand même un peu tordu parce qu'on peut peut-être de parler de ça aussi, mais en Allemagne, il y a la même chasse aux académiques qui défendent des choses outre que la doxa. Donc il y a la cancel culture sur plusieurs domaines en Allemagne aussi, que ce soit la sexualité et combien de sexe il y a. Donc il y a plusieurs cas en Allemagne très célèbres où il y a même un livre qui s'appelle, ça existe, je peux le dire en anglais, on peut le trouver sur Amazon, je pense que c'est Removal of German Universities. Donc il y a un sociologue qui s'appelle Heike Egner, I-G-N-E-R, et qui a fait une étude de 60 pages sur les licenciements politiques, disons, des universités allemandes sur les derniers 4 ans. Donc c'est pour ça que j'appelle ça dans mon prochain livre qui va sortir sous peu, j'appelle ça der transatlantische Bürgerkrieg, la guerre civile transatlantique. Parce que votre question, c'est comment maintenant se retrouver entre Européens et Américains. Je crois que c'est le mauvais paradigme parce qu'en fait, on est crossed over. Et donc, du coup, je parle d'une guerre civile transatlantique. En gros, populisme contre libéralisme. En gros, c'est ça maintenant. Et on le voit qu'on est en train, en fait, de passer un échange politique en guerre juridique, lawfare, c'est-à-dire qu'on a voulu arrêter Trump, on a même essayé de l'assassiner, mais bon, il faut analyser ces cas, mais déjà on a essayé de mettre Trump à la prison. Maintenant, Marine Le Pen, elle a dit Fußfessel et puis elle ne peut pas être candidate. On a vu une défection des élections en Roumanie, le deuxième tour. On veut maintenant interdire le AfD en Allemagne. Donc, en fait, c'est ce que dans les temps, on a appelé Rechtspositivismus, donc un positivisme de droit qui est toujours un peu para-autoritaire. Et donc, en fait, on est en train de transcendre un débat politique dans un débat juridique qu'on appelle lawfare. Et tout ça, ça se fait dans un plateforme atlantique. Donc, je ne dirais pas que c'est les États-Unis contre l'Union européenne, mais c'est plutôt
certaines élites, disons, administration Biden, les libéraux américains, avec les élites atlantistes européennes. Là, je suis d'accord que maintenant, on a l'impression, puisque les élites libérales aux États-Unis sont plus au gouvernement, c'est comme s'ils avaient donné le flambeau aux élites européennes. C'est d'ailleurs, vous savez, comment elle s'appelle, celle qui, la prêtre évangélique qui a parlé après Trump, je n'ai pas son nom en tête, hein, mais quand elle a dit we are now in danger, so we give it to Europe, we surrender, you need to continue the fight for freedom. Yeah? Donc on a l'impression que maintenant c'est l'Europe libérale qui doit tenir le flambeau de la liberté contre la vague populiste, trumpiste et la vague bleue, disons, en Europe. Moi, je crois que c'est un paradigme complètement faux et faussé, hein, et ça ne va pas nous amener loin. Le manque, c'est que si on dit que c'est plutôt élitiste contre peuple, hein, la réelle question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ici en Europe? Et là, la question, c'est est-ce qu'on a besoin des Américains pour faire l'Europe? Question numéro 1. Est-ce qu'on peut concevoir une Europe post-atlantiste? Est-ce qu'on peut, intellectuellement, est-ce qu'on peut retrouver notre civilisation? Est-ce qu'on peut dire, nous, notre café, c'est pas Starbucks, mais Segafredo. Et d'ailleurs, Segafredo est un peu mieux que Starbucks. Est-ce qu'on peut dire que notre cinéma, c'est pas Hollywood, mais que c'est Chabrol et Pasolini? Et d'ailleurs, c'est un peu mieux que Starbucks. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Et où on le retrouvera? Est-ce qu'on peut peut-être même retrouver pour les conservateurs le latin? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme imago européen? Et pour moi, c'est la question centrale. Une fois qu'on répond à cette question, je pense qu'on trouvera une espèce d'identité européenne, hein, qui émane de l'Empire latin, de la République des lettres, hein, qui dans les Moyen-Âge nous a unis, de Erasmus à Rotterdam et tout. La notion de la République, République française, Repubblica d'Italiana, République fédérale, République autrichienne et tout. Donc on a un truc, hein, malgré on est séparés en plusieurs langues, évidemment, hein, mais je trouve qu'on a on a quelque chose en commun et tout le monde le sent. Je voyage beaucoup en Europe, vous êtes au Portugal ou en Finlande, personne ne veut être rétracté dans son État national. C'est pas ça. Et les gens ont un goût pour l'Europe, sauf que la structure politique et institutionnelle de l'Union européenne ne porte pas. Donc il s'agit de retrouver la civilisation européenne, à travers de ça, de dire est-ce qu'on peut être émancipé des États-Unis? Là, c'est compliqué parce qu'évidemment, les structures économiques avec la bourse, c'est très transatlantique, c'est très fort. Après, il y a le GAFA, donc Google, Amazon et tout, donc tous nos serveurs, l'identité digitale, c'est aussi un grand truc à couper. Et 3, le militaire, l'OTAN. Donc en fait, sur le militaire, sur l'économie et sur le digital, il faudrait couper fort. Et si on voulait et si on pouvait faire un projet d'émancipation européenne, ça devrait commencer là, c'est-à-dire retrouver la culture. Et là-dessus, sur l'économique, sur le digital et sur le militaire, reconstruire quelque chose. Moi, je dis, il faut aussi ouvrir le sens de la réflexion. Il y avait dans l'histoire, parce que vous avez dit, il faut reconstruire 90, comment dire, de l'histoire. Oui. Il y avait des propositions de l'Europe neutre. 52, la note de Staline et tout. Je pense qu'il faudrait se donner la liberté de réfléchir à une Europe neutre dans un monde multipolaire. Je me permets de montrer, il y a un très joli bloc, c'est Pascal Lottache, il est suisse, il enseigne à l'université au Japon, je pense que c'est Tokyo, mais je ne suis pas sûre. Il a Neutrality Studies, donc il est en train de tisser le réseau global pour la neutralité, parce qu'il est suisse. Je trouve qu'il faut s'inspirer, là, dans un moment de scission, mais on est en pleine scission de tout. Tout le monde le sent, qu'il y a tous nos systèmes qui, en gros, se dégringolent. C'est le temps de penser large. Et donc, la neutralité européenne, pour moi, c'est quelque chose de palpable. Hein. Et je pense que c'est vers cette direction qu'il faut penser ou permettre la réflexion. Parce que la question, pour moi, c'est deux questions.
quelle Europe après l'Union européenne, quelle Europe institutionnelle et politique après l'Union européenne et quelle Europe pour le monde multipolaire? C'est les deux questions qu'il doit répondre. C'est dur, je suis d'accord. C'est dur, si je peux me permettre aussi, parce que je ne veux pas dire malheureusement, mais c'est vrai qu'on a un problème migratoire en Europe. Hein? Moi, je suis très ouvert, c'est pas ça, je dénigre pas la migration. Mais c'est vrai que quand on a pensé l'Europe dans les années 90, avec aussi les projets d'Erasmus et tout ça, ce qu'on voulait, c'est forger un esprit européen pour bâtir une Europe politique. Là, maintenant, nous trouvons dans des sociétés très harcelées. Hein? Il y a les juifs, les musulmans, les ukrainiens, les minorités, les polonais. Vous voyez, je veux dire, c'est pas de mélanger les finlandais avec les slovaques, avec les français et de bâtir un projet européen. On a les arabes, les marocains. C'est un vrai melting pot. C'est vraiment melting pot. Mais l'Europe, c'est pas melting pot. L'Europe est pluribus unum. Elle est pluraliste. Et pluribus unum, divers mais unis. Hein, mais divers par origine et identité européenne, unis dans la loi. C'était ça, l'Europe. Hein. Là, maintenant, on se trouve avec une migration qui, en fait, est non européenne, donc islamiste, pas catholique ou chrétienne. Il y a maintenant la guerre ukrainienne qui a fait une vague de réfugiés en Allemagne. Donc, ça crée des problèmes dans la classe parce qu'on a quand même 4 millions Russes en Allemagne. Donc, les étudiants, les élèves russes dans nos classes, là maintenant, vous avez les Ukrainiens dans les mêmes classes. Donc, vous voyez les bagarres. Donc, tout ça, avec en plus une migration où il y avait un racisme dans la migration parce que les réfugiés d'Ukraine ont été mieux traités que les réfugiés, disons, d'Éthiopie ou du Soudan. Donc tout ça, ça fait une amalgamisation de nos sociétés et d'ailleurs aussi un ressentiment, un chauvinisme, que du coup, cette vague populiste, dire nous, notre nation, notre souveraineté, ça prime là maintenant. Et je regarde ça et je dis que c'est en fait une tragédie que ce projet européen et pluribus unum a été, comment je pourrais dire, unterspült par la migration extérieure. Donc, parce que je pense qu'en tant que citoyens européens, avec toutes nos différentes identités, bretons, alsaciens, tyroliens, catalans, bohémiens, on aurait pu trouver une espèce d'identité européenne à bâtir un projet européen. Mais là maintenant, avec la migration en large, c'est devenu vraiment très, très, très compliqué. C'est parce que l'idéologie officielle des États de l'Union est progressiste et voit donc évidemment dans les No Borders, Refugees Welcome, un signe justement du progrès social. Et voilà, c'est un peu difficile d'aller contre ce préjugé, tellement il est ancré dans les médias, par exemple. Oui, et c'est un problème pour la gauche, hein, parce que c'est la gauche qui normalement est internationaliste, donc ouvert et donc antiraciste et tout cela. Et la même gauche, outre que Sarah Wagenknecht, qui son projet a échoué en Allemagne, je connais Sarah Wagenknecht personnellement, mais c'était effectivement de dire, en tant que gauche, enfin Sarah Wagenknecht pour moi c'est la vraie gauche, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas du diversity, wokisme et tout ça, mais la gauche c'est classe, hein, donc et donc, mais le projet de Sarah Wagenknecht a échoué avec les dernières élections, elle n'est pas rentrée au Bundestag. Mais Sarah, elle était clairement à dire la migration, il y a un réel problème. Et donc, du coup, il y avait un clivage entre la gauche, die Linke, et Sarah Wagenknecht, avec la gauche, die Linke, qui est devenue wokiste, voilà, et moraliste sur tous les sujets comme climat, migration, gender et tout ça, alors que Sarah Wagenknecht a voulu tenir l'argument de classe, le social primo. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème là, et je dis ça. Vous voyez, je connais très bien Étienne Balibar, qui est quand même un grand homme, un grand philosophe, historien français, Paris 8, je le connais personnellement. Il a écrit ce livre qui m'a beaucoup fascinée à l'époque. Il l'a écrit, je pense, en 2003, « Sommes-nous citoyens de l'Europe ?»
Et c'est un livre qui a voulu songer la citoyenneté européenne avec Dominique Schnapper, avec Paul Magnette qui est de la Wallonie, qui est encore... enfin, il y avait tout un tas d'académiciens dans lequel j'étais aussi. On a dit, mais si on fait une constitution, normalement un État a une constitution, donc il faut poser la question de l'État européen et donc la question de la citoyenneté européenne. Personne ne peut imaginer aujourd'hui, c'est il y a 25 ans, hein, en 2001. Il n'empêche que je pense qu'il faut réaliser, surtout peut-être pour la nouvelle génération, qu'à un moment dans l'histoire, on était là. Il y avait aussi Jean-Marc Ferry, avec un bouquin de l'an 2000, La question de l'État européen. Donc à l'époque, on osait la réflexion ouverte, veut-on, et si oui, peut-on, bâtir un État européen, et si oui, sur quelle citoyenneté européenne? À définir, évidemment. Je ne suis pas assis ici à dire il faut le faire, là maintenant, c'est clair. Surtout pas avec une, disons, vague populiste. Moi, je n'aime pas le terme populiste. Parce qu'en fait, populiste, c'est quoi? On est tous populistes, hein, sinon on est un roi. D'ailleurs, populiste, c'était la gauche. Jean Jaurès et tout, populiste, les souches populaires, la valse populaire, l'école populaire. Aux États-Unis aussi. C'est la gauche, le peuple. Hein, donc, je n'aime pas cette déformation de la notion du populisme, qu'aujourd'hui c'est du droite ou extrême droite. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais il n'empêche que la gauche a perdu ce combat d'une certaine manière, et c'est une tragédie. Et donc la question, c'est comment rebâtir ça, en fait rebâtir la République, hein, parce que c'était la gauche et la République, et comment encore dans une nouvelle génération qui a, avec la crise bancaire, avec la crise d'austérité, avec TikTok, avec la AI, avec perdu le sens de l'histoire de la civilisation européenne et surtout perdu où on était déjà. C'est ce que je voulais dire, hein, parce qu'il y a 20 ans, on était là, on avait une constitution, on avait un débat au moins. J'ai l'impression personnellement qu'on était plus loin il y a 20 ans qu'on est aujourd'hui. Et c'est quand on a 60 ans, donc on regarde sur sa propre vie, on dit mais... Quelle régression. Qu'est-ce qu'on a fait là? On était là, et c'est comme, vous connaissez Sisyphe, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. On a poussé la pierre, on était presque là, avec l'Europe, là, voilà. Regardez, 2001, Poutine devant le Bundestag, standing ovation. On était presque là avec l'architecture européenne de sécurité avec la Russie. 2002, l'euro. Ok, pas optimal, je sais, mais au moins on avait une monnaie. Il faut aussi dire que la monnaie, c'est un contrat social. C'est Jacques Rousseau, c'est Jean-Jacques Rousseau. On menait un contrat social. Donc en fait, avec la monnaie unique, je sais qu'elle est problématique, mais on a fait un contrat social. Et c'était un élément d'émancipation des États-Unis déjà. Hein. On fait l'élargissement, Europe Whole and Free, on accueille l'Est. 27 hein. pays. Voilà, finalement. trop vite, voilà, beaucoup de problèmes, mais on accueille l'Est. Le mur est ouvert. En plus, la Constitution. Pour moi, les années 2001, 2, 3, 4, ça aurait pu être l'apothéose pour une Europe, presque... pour revenir, toucher du doigt. Toucher du doigt avec encore Camus, presque la pierre sur le sommet, et puis paf, elle roule, et là, maintenant elle est là, et vous m'interviewez, et je vous dis, mais on hausse les épaules, mais qu'est-ce qu'a dit Hannah Arendt? Le cynisme et la privatisation ne sont pas permis. Donc, qu'est-ce qu'a dit Albert Camus? Il faut imaginer Sisyphe comme homme heureuse. Donc il faut recommencer. Il faut recommencer, voilà. On recommence. En espérant que ça tienne cette fois-ci. Bon, je propose de passer à un autre sujet. Vous êtes actuellement en procès contre votre université de Bonn. Pour quelle raison vous êtes en appel, en fait? Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, j'ai un petit litige avec l'université de Bonn, qui d'ailleurs va être... la négociation aura lieu le 16 mai, donc voilà. Avec d'ailleurs un peu d'attention publique. Hein. Il y a la presse qui appelle et tout, parce que bon, je ne suis pas une inconnue en Allemagne. Donc le licenciement en soi a été suivi dans la presse avec beaucoup d'articles. Hein. En fait, j'ai été licenciée en février 23 parce qu'en 22, j'ai écrit 2 livres qui chacun était un best-seller. J'ai écrit un livre sur les mesures de Corona en mars 22 qui
qui s'est bien vendu, mais qui a fait tabac. Graisser dedans. Voilà, parce que je me suis prononcée contre les mesures de Corona. Et puis après vient la guerre de l'Ukraine et en gros je dis mais c'est la même propagande d'une certaine manière et donc du coup en octobre 22 j'ai écrit un autre bouquin où j'esquisse l'histoire du Maïdan, enfin où en fait je fais l'argument qu'aujourd'hui c'est un argument solidifié que c'est un proxy guerre, une Stellvertreterkrieg, une guerre de proxy de l'OTAN et tout cela. Donc le livre sort en 22 en octobre. Une semaine après, l'université de Bonn se distancie publiquement de moi, ce qui est en fait une nouveauté dans le système académique parce que j'écris pas mes livres au nom de l'université. Donc on est quand même en République fédérale, on a la liberté de la science, la liberté de l'art, la liberté de la parole. Et donc ça a été quand même suivi publiquement, mon cas de licenciement, sur quoi je porte plainte contre le licenciement, sur quoi je perds en première instance. Déjà, le procès était délayé. J'ai attendu 14 mois. Donc, en avril l'année dernière, il y avait la première négociation. Je perds. Et donc, je vais en rehearsal. En appel. En appel, voilà, en appel. Et là, maintenant, c'est le 16 mai. Et je suis... confiante. Curieux. On ne peut jamais jouer de rien, évidemment. Non, en Allemagne, on dit vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Donc, en bateau et devant le juge, vous êtes dans les mains de Dieu. Donc, puisque je suis catholique de la Rhénanie, la négociation étant à Cologne, il y a au moins le dôme. Oui. Donc, il y a peut-être un certain esprit, mais évidemment, vous voyez, le cas est le cas, mais le cas, ce n'est pas mon cas. Le cas porte mon nom. Mais moi, je suis plutôt représentative pour quelques tendances en Allemagne. J'ai déjà mentionné le livre des licenciements pour raisons politiques. Donc, je suis peut-être la plus connue, mais pas la seule. C'est très important. Donc, je pense que mon cas a plutôt une dimension symbolique. Ce n'est pas mon cas, hein, parce qu'officiellement, on m'a trouvé quelques fautes dans mes livres, donc plagiat. En gros, 0,9% de mauvaises citations dans un livre, d'ailleurs en plus pas un livre académique, hein, donc un livre populaire. Donc en gros, formellement, je pense que c'est facilement montrable que c'est une mise en scène pour une raison derrière, mais la raison derrière n'est pas avouée. Et donc on va voir. Hein, mais je pense ce qui est important aussi, c'est pour ça que plusieurs gens regardent ce procès, qu'il a un caractère symbolique. Hein, donc c'est pas moi et mon cas. Hein. Ce qui se passe en Allemagne, d'ailleurs, se passe ailleurs, en Belgique, en France et certainement un peu partout en Europe. C'est une criminalisation de l'opinion. Et alors ça fait vraiment penser, évidemment, on repense tout de suite à 1984, 1984 d'Orwell, où effectivement il y a une police de la pensée qui régit ce qui peut être dit, ce qui peut être exprimé dans l'espace public et ce qui doit être réprimé. Et donc voilà, ce qui vous arrive est un cas malheureusement... Fréquent, voilà. Oui, trop fréquent. Avec le corona, voilà, il y a plusieurs cas. Il y a un juge, Christian Detmar, il y a Füllmich qui a fait le Corona-Ausschuss, il y a Michael Ballweg qui, pour un rien, a été 10 mois en prison, en Untersuchungshaft. Il y a moi, il y a plusieurs artistes, C.J. Hopkins qui a eu des litiges, il y a il y a Simon Rosenthal, donc enfin j'ai au moins 10 cas sur mes doigts où on peut probablement, si on étudie les cas un par un, faire le constat d'une juridiction politique, hein, ce qui ne devrait pas être le cas dans un état de droit allemand. Donc on verra. Le 16 mai, Michael Ballweg, il a encore jusqu'en octobre. Le tribunal de Stuttgart a déjà dit que sie wollen arrêter le cas de Ballweg pour petitesse.
Donc, on voit très bien qu'il y a un état de droit qui est en, comment dire, en déliquescence, qui est en train voilà, qui est menacé. Qui est menacé. Et donc, il y a beaucoup d'analyses là-dessus. Il y a aussi l'analyse que dit Staatsanwaltschaft, donc les prosécuteurs en Allemagne ne sont pas indépendants, comme par exemple en France et en Italie. C'est que, par exemple, dans le cas de Ballweg, c'est le juge, le tribunal qui voudrait arrêter le procès, mais c'est le prosécuteur qui... Les procureurs. Le procureur, oui. Excusez-moi. Le procureur qui demande au tribunal de poursuivre le procès, donc c'est complètement anodin. Et je voudrais bien que ça soit... en plus, vous voyez, je viens de la Fédérique fédérale, avec un pays qui a une lourde histoire, avec aussi un pays qui s'est cru toujours le meilleur élève de l'Europe. Les Grecs sont lazy, les Grecs sont paresseux, les Français ne peuvent pas réformer, les Italiens font dolce vita, mais nous les Allemands, en gros c'est l'éducation allemande, hein, et on est les plus démocratiques de tous. Et là maintenant je vois un pays qui est en train de bric-à-brac sauver vous voyez, donc c'est aussi pour moi, c'est pas simple, parce que quand vous étiez bonne citoyenne, j'ai fait du franco-allemand, j'étais officialisée, j'ai accompagné notre président Joachim Gauck en 2013 en visite d'État. Donc j'étais avec Gauck, avec Hollande, on était au Oradour-sur-Glane. J'étais dans les discours de notre président à l'occasion de la visite. D'ailleurs, j'ai l'ordre pour le mérite. Hein, voilà, donc je ne suis pas une conspirationniste. Voilà. Mais de voir qu'il y a une déviation du système qui aujourd'hui dérape et que les élites, que ce soit les élites juridiques ou les élites universitaires ou politiques, ne sont pas capables à éviter le dérapage du système. Et ça se passe un peu à travers l'Europe, parce que ça se passe en France, en Belgique, un peu partout. Et nous, les citoyens, vous comme moi, mes enfants qui habitent Paris, on est en plein là-dedans et on dit mais quoi, comment éviter le dérapage et mettre sur les rails un projet européen qui marche pour nous, qui soit démocratique, social, qui fonctionne pour nous. Hein. Ce qui est encore plus confus, c'est que ce dérapage, voilà, il se fait au nom de la lutte contre l'extrême droite, finalement. Oui, au nom. Mais ça, oui. Mais là, je cite volontiers Bruno Amable, un politiste suisse, franco-suisse, qui a écrit un super bouquin déjà en 2017, je pense, Le Bloc bourgeois. Hein. Et donc, en fait, c'est un livre super où il décrit comment la politique de néolibéralisation à travers de l'Union européenne a rompu tous les systèmes macroéconomiques et politiques de tous les États de l'Europe. Donc en fait que l'Union européenne elle-même a brisé le cou de tous les pays États membres de l'Union européenne. Et le bloc bourgeois, c'est que ce qui était autrefois la droite contre la gauche est maintenant une séparation horizontale, le bloc bourgeois contre le reste. Hein. Donc Bruno Amable dit très clairement, je conseille le livre à tout le monde, qu'autrefois la droite avait un haut et un bas. Le haut de la droite, c'était l'industrie, le CAC 40, et en bas, il y avait les paysans, les marchands, voilà. Et la gauche en haut avait quelques industriels gauchistes, les intellectuels, et en bas, les ouvriers. Donc c'était droite-gauche, mais la gauche et la droite avaient un haut et un bas, et le haut de chaque côté tenait le bas. Hein. Et donc là, maintenant, c'est complètement basculé vers un droite-gauche est devenu au bas. Donc la droite et la haute, le haut de la droite, le haut de la droite et le haut de la gauche sont le bloc bourgeois contre le bas de la droite et le bas de la gauche. Donc c'est ça le bloc bourgeois. Et on voit très bien parce qu'il y avait, comment il s'appelle, Didier Héribon, qui a écrit ce livre, Le Retour à Reims, quand il est très bien décrit comme lui, un peu gauchiste, parisien, bobo, blablabla, retourne pour un enterrement à Reims et voit tous ses confrères de l'école qui autrefois étaient communistes
basculer de communisme au Marine Le Pen, parce qu'il écrit quand la fierté de la classe ouvrière a été prise, et ben, qu'est-ce qui reste que la fierté nationale, hein, voilà. Et donc je pense que ça, c'est un peu ce qui nous arrive. C'est pour ça que dans mon prochain livre, là, je reprends Amable et je reprends l'idée du bloc bourgeois et je dis que là maintenant, tout ce discours, la danger est à droite, est un discours de déviation pour ne pas dire que le réel problème, c'est le bloc bourgeois et l'oligarchisation de nos systèmes politiques et la reféodalisation de nos sociétés qu'on est en train de vivre. Alain Deneau appelle ça l'extrême centre. Une belle expression aussi. Die extremisierte Mitte, donc le centre extrémisé, oui, je suis d'accord. Et donc le bloc bourgeois, c'est le milieu extrémisé. Mais en fait, je pense qu'en souche supérieure, cette extremisierte Mitte, donc le centre extrémisé, est écrasée elle-même ou tenue dans les mains des structures oligarchisantes globales. Hein, parce que là, on regarde aux États-Unis, Elon Musk et tout, donc c'est des structures oligarchiques qu'on n'a jamais connu ça. Hein. Peut-être Alexandre le Grand en relation avec la même structure oligarchique, mais pas les mêmes technologies. Et quoi qu'il en soit, c'est pas compatible avec une démocratie, hein, surtout pas avec une république. Il faut encore se souvenir ce que c'est. Une république, Jean-Jacques Rousseau, c'est un contrat social, hein, c'est liberté, égalité, fraternité. La république, c'est pas que liberté, liberté, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, je pense qu'on est en train de perdre. Et pour moi, c'est mon truc. Si vous me poussez sur la République, je parle encore 3 ans, mais vraiment la notion de la République, et d'ailleurs les Français me manquent dans ce débat, la République. Oui. La République, c'est entre oligarchies, c'est ça, je veux dire, c'est quoi? On a fait, en 1789, on fait des Untertanen, comment ça s'appelle, des Untertanen, enfin des États généraux? Non, de ceux qui sont feudalisés, enfin ceux qui n'ont pas de droit, on fait des citoyens. C'est ça la révolution, c'est-à-dire de ceux qui sont subjugués. Ceux qui sont soumis. Soumis, on fait des soumis, des citoyens. Et c'est pour ça que le langage français connaît la différenciation en langue entre le citoyen et le bourgeois. En allemand, ich habe nur den Bürger. Et le Bürger et bourgeois, c'est très proche. Alors les Français, ils ont le citoyen. Hein? Et les Français me paraissent muettes dans ce débat. Pour moi, si une phrase esquissait ce qui se passe, on est en train de perdre la République, alors que la République est le mot donné depuis Platon, Cicero, Aristoteles, Kant, Jean-Jacques Rousseau, Jean Bodin, les 6 livres de la République, 1585. La République, aujourd'hui, État national, souveraineté et tout. La République, c'est pas État, la République, c'est pas souveraineté, la République, c'est pas État national. La République, c'est Spinoza, l'homme est né sans nation. Donc, Hannah Arendt a fait des écrits très beaux sur la grammaire politique de Fondre, donc la fédération des républiques. Donc, la République a une toute autre connotation que l'État national homogénéisé sur une nation et tout cela. La République, c'est l'origine est égale, mon identité est égale si je me soumets sous la même loi. Et la loi, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, je trouve qu'il faut aussi retrouver la notion de la République. Il n'y a que les Français qui peuvent le faire. Et là aussi, il y a le petit problème que je pense que les Français doivent abandonner cette idée que la République est que pour eux. Oui. Ils incarnent la République. Voilà, la République une et indivisible. Hein, oui. Les Français comprennent que c'est pour eux. Mais ce n'est pas que pour eux. Pour terminer, je voudrais avoir votre réaction à chaud sur ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui. Je lisais le soir qui annonce la victoire de Friedrich Merz comme chancelier, mais vous n'êtes pas d'accord. Je ne sais pas que je suis d'accord, j'ai regardé les informations. Donc nous parlons le 6 mai vers, je ne sais pas, 14h entre-temps. Et aujourd'hui, vers, je ne sais pas, 10-11 heures, je regarde un peu les informations. Et puis, M. Merz a perdu le premier tour des élections au Parlement, à la surprise de tout le monde. Donc, je dirais que c'est un jour historique, non seulement parce que c'est la première fois que ça se passe en Allemagne,
Voilà, un chancelier qui n'est pas élu en premier tour. Mais cette fois-ci, c'est particulièrement important parce que pour ceux qui sont un peu pas tellement dans la politique allemande, donc on a eu les élections le 28 février. Là-dessus, résultat pas très clair, comme toujours, les coalitions, un peu comme en Autriche, ne servent qu'à tenir dehors la droite. Hein, parce qu'en fait, la AfD a quand même eu un bon résultat et tout. Donc il faut maintenant que les libéraux du système fassent une coalition pour tenir en dehors la droite. Voilà. Donc Merz fait sa coalition noir-rouge, qui est une coalition qui programmatique ne colle pas, parce que les sociodémocrates et la CDU, on peut discuter, mais la grande coalition, c'est quand même programmatiquement pas saine. Donc, travaux de coalition, contrat de coalition très difficile, parce que le SPD veut un peu plus de politique sociale. Voilà. Là-dessus, puisqu'il y a la guerre, grand débat qu'il faut des crédits spéciaux, crédits de guerre, comme en 1916, crédits de guerre, illimités pour armement, militarisation. Et parce on sent qu'on ne peut pas vendre des crédits de guerre et beaucoup d'argent pour l'Ukraine et la militarisation dans les citoyens d'un pays où tout est en dégringolage. Hein. Nos ponts, nos élèves, nos écoles, tout le pays, le Bundesbahn, tout se dégringole. Donc, on fait un deuxième paquet de crédits pour l'infrastructure. Donc, 2 paquets d'infrastructures qui, en tout, valent 80 milliards avec une clause que les crédits de guerre, c'est illimité. Voilà. Donc, une pluie d'argent de la personne Friedrich Merz, qui a toujours dit que die Schuldenbremse, le frein de dette, pour lui, c'est sacro-saint. Donc Merz, en mensonge de ses propres mots, il se fait élire sur Schuldenbremse sacro-saint, jamais de dette pour rien. La politique allemande, la stabilité, tout le monde ne s'est pas épargné, sauf nous, vous voyez, c'est très grave pour nous. Et le jour de les coalitions, la pluie d'argent. Et donc, pour avoir cet argent, il réunit le vieux Bundestag avant de constituer le nouveau Bundestag et avec les votes des Verts qui en fait ont été outvoted, ils approuvent avec 2/3 de majorité, parce qu'il faut une majorité de 2/3 pour changer le Schuldenbremse. Ils changent le Schuldenbremse, ils ont les crédits. Là-dessus, le vieux Bundestag est out. Il a servi que pour ça, pour passer les 2/3 et avoir l'argent. Le nouveau Bundestag est convoqué et le nouveau Bundestag maintenant aurait dû aujourd'hui élire M. Merz comme chancelier. Et ce matin, à 10h, Merz ne peut pas réunir une majorité. Il lui manque 18 votes. Donc il ne manque pas 2-3 votes, il manque 18 votes. Et puisque, évidemment, c'est un truc secret, voilà, on ne sait pas si c'est les votes qui manquent côté de CDU ou c'est les votes qui manquent SPD ou un peu les deux. Il n'empêche que là maintenant, même pour la scène globale, on imagine le New York Times demain, donc l'Allemagne, il y a son gouvernement, après tant de temps, donc déjà 28 février, là maintenant nous sommes au mois de mai, donc 3 mois de négociations, pas de gouvernement, et surtout la honte. Donc il y a l'image qui circule dans l'Internet, il y a un photographe qui a pris M. Merz dans le moment où il a reçu le résultat, et cette photo exprime le choc de M. Merz, parce qu'apparemment, on a fait le comptage, comme toujours, hein, devant un vote important, on fait le comptage avant nous tous les votes. Et ce matin, dans le test, tout était OK. Donc du test au vote réel, au Bundestag, 18 votes qui manquent. C'est une surprise. C'est une surprise colossale. Même le commenting, les commentateurs en Allemagne disent « Nul n'a attendu ça, nul n'a attendu ». Donc ça veut aussi dire que nul ne sait ce qui se passe là maintenant. Je pense que c'est une crise grave, parce que l'Allemagne est sans confidence, Merz, pas chancelier. Tout ça alors qu'il y avait 800 milliards pour lui garantir un beau... Il faut quand même souvenir. Donc apparemment maintenant, nouveau vote dans 2 semaines, mais 2 semaines de l'Allemagne qui pendule comme ça, avec on ne sait pas si en 2 semaines ça va passer.
Dans le troisième vote, il faut juste une majorité simple, pas une majorité absolue, mais il n'empêche que combien même Merz deviendrait chancelier maintenant, le dégât est fait. Le dégât est fait. Et il est déjà fait. Vous êtes inquiète pour le futur ou curieuse ou les deux ça veut dire quoi inquiète? Je ne suis pas inquiète pour moi. Je suis analyste et science politiste, donc j'observe un moment d'histoire où on peut être... c'est quoi le proverbe chinois? Soyez heureux de vivre dans des temps intéressants. Oui, hein? oui. Donc, pour être, comment dire, je veux dire, on vit quand même pas tous les jours, ni pas toutes les années, un moment d'histoire où un système change. Oui. Et j'ai un très clair sentiment qu'on est à bout d'un système, et le système, c'est pas la République fédérale, c'est aussi l'Union européenne, c'est aussi la France, c'est aussi la Roumanie, c'est un peu partout. On voit qu'un système de dite démocratie libérale, y compris l'OTAN, l'Union européenne, que tout ça, ça a l'impression de se d'estomper, ou au moins d'être comme ça, en pendulant, se défendre, lawfare, on a déjà parlé de ça. Donc, je ne dis pas que ça va être rigolo. Hein. Je veux dire, quand on regarde l'histoire, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'on sait tous des dates genre 1872, de 1914, de 18, 33, 45. Aujourd'hui, ce qu'on appelle histoire, c'est exactement qu'on sait quand il y avait un système qui s'est formé et qu'on s'était clos. C'est ça ce qu'on appelle l'histoire, c'est les dates qu'on connaît. Et j'ai l'impression, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quelque chose qui a commencé en 1945 ou 49 est en train de se clore. On est 40 ans après et quelque chose est en train de se clore et on ne sait pas vers où on va. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je dirais qu'il faut être attentif et bien voir. Toujours essayer l'effort de faire le sien pour diriger tout ça vers la démocratie, vers le social, vers... voilà. Mais c'est un moment intéressant. Et c'est Stefan Zweig qui a dit les temporains, on dit ça, les temporains, die Zeitgenossenschaft, ceux qui sont... Les contemporains ne peuvent pas savoir dans quel mouvement historique ils se trouvent. Et je trouve que ce truc de Stefan Zweig, c'est exactement... On sait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, l'histoire est ouverte à nouveau. En fait, c'est assez intéressant, probablement dangereux, on ne sait pas ce qui se passe. La guerre est sur le continent, il ne faut pas rigoler, mais c'est ça. L'histoire est ouverte et avec un peu de chance, au moins on peut la forger. C'est intellectuellement stimulant et comme disent les anglo-saxons, wait and see. Wait and see, voilà. Eh bien, merci Ulrike Guérot et bonne chance pour votre procès et pour le reste. Merci de m'avoir donné l'occasion.